Pour moi, le meilleur des styles, c'est là où chacun a sa place, là où chacun peut s'exprimer, lever la main, dire voilà, j'ai des choses à dire et pas se sentir, je vais pas dire inférieur parce que c'est pas ça, mais se sentir en retrait. Ça, j'ai pu aussi un peu l'expérimenter dans certains cas, dans le comité exécutif, et en fait, je l'ai exprimé. J'ai dit, j'arrive pas à parler, j'ai des choses à dire, mais j'arrive pas à le dire parce que vous prenez trop de place. Vous l'exprimez au collectif ? Oui, je l'ai exprimé au collectif. On avait eu un séminaire et j'ai dit, vous prenez tout le temps la place. Et donc après, vous pouvez dire, elle est en retrait. Mais oui, mais je suis en retrait parce que j'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire. Ils ont dit quoi ? Alors, ils étaient un peu interloqués. Ils ont dit, ah bon mais on savait pas. Nous, une fois qu'on est lancé, on est lancé. J'ai dit, oui, mais d'accord, mais vous êtes lancé parce que vous avez une conversation très technique qui vous intéresse. Mais enfin, moi, je peux aussi avoir des choses à dire. Et donc, en fait, on a changé les règles du jeu. On a dit, quand on a quelque chose à dire, on lève la main, mais vraiment comme à l'école. Ça a tenu ? Et ça a tenu. Ouh. Et donc, on lève la main, et comme ça, on attend que les autres aient fini, et ensuite, on s'exprime. Et bon, alors ça fait très scolaire, je suis d'accord, mais ça fonctionne. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Pernette. Bonjour Nelly. Ravie de vous recevoir. Alors, après quelques années comme avocate fiscaliste chez Arthur Andersen, vous avez rejoint le Club Med pendant 17 ans, d'abord comme directrice fiscale, puis jusqu'au poste de directrice des relations investisseurs et communication financière. Vous êtes aujourd'hui secrétaire générale de GA5 France, qui est l'organisation mondiale de standardisation derrière les codes barres. Et ce, depuis 8 ans. Alors, comme je disais, je suis ravie de vous recevoir et j'aurais aimé savoir quelle est votre vision du pouvoir. D'abord, merci pour cette invitation. Alors, ma vision du pouvoir, j'y ai un petit peu réfléchi et en fait, je l'associe à une infinie de possibilités. Et surtout pour le pouvoir au féminin, je pense qu'il peut s'exercer de manière très très différente. Il peut être opportuniste, il peut être conquérant, il peut prendre différentes formes et ça ouvre un champ des possibles qui me semble très intéressant à examiner avec vous. Vous avez précisé pouvoir au féminin. Pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre le pouvoir au féminin et le pouvoir au masculin alors ? Je ne sais pas s'il y a une différence. Moi, j'ai vu dans ma carrière, j'ai eu des managers femmes, j'ai eu des managers hommes, chacun avec leur style, je dirais mais qui n'était pas forcément lié au genre. J'ai eu des femmes avec un style très dur, très directif. J'ai eu des hommes qui étaient plutôt vraiment dans le lâcher-prise, dans la confiance, avec un leadership très féminin. Donc, je peux pas me faire une opinion s'il y a un style de pouvoir au féminin ou au masculin. Je dirais que c'est vraiment en fonction de la personnalité des personnes. Alors vous, ça vous fait quoi d'avoir eu le pouvoir en entreprise ? Parce que vous avez fait partie de comité de direction depuis le Club Med. Alors, je ne sais pas si dès votre entrée au Club Med ou un peu plus tard. Non, c'était un petit peu plus tard. En fait, j'ai eu différentes étapes au Club Med et donc je ne suis pas rentrée directement dans un comité de direction, mais j'ai été dans quelques-uns, notamment des comités de direction finance ou de business unit. Qu'est-ce que ça fait d'avoir du pouvoir ? Moi, je trouve que déjà, ça donne une responsabilité tout d'un coup sur les épaules qui est assez impressionnante. Et ce passage en comité de direction, en COMEX, en fait, moi, m'a toujours obligée finalement à me sentir devoir être encore plus exemplaire que je pouvais l'être, avec cette question d'image et de ce que je renvoie aux collaborateurs, à mes pairs. Et donc pour moi, ça veut dire effectivement beaucoup de pression sur ma manière d'être. Pourquoi plus au niveau direction qu'en dessous ? Parce qu'il y a une visibilité, parce que quand on est dans un comité de direction, on est beaucoup scruté. Encore plus, le moindre mot, le moindre fait et geste peut être interprété d'une manière qui peut être complètement déformée. Et ça c'est très difficile. Donc il faut quand même être assez souvent en maîtrise de soi, en maîtrise de son image. Et quand on est quelqu'un, moi je suis d'un naturel assez spontané, voilà, j'aime les relations assez naturelles, eh bien voilà, j'ai observé que parfois on pouvait interpréter des choses que je disais ou des manières d'être de manière complètement déformée. Vous avez un exemple ? J'en ai pas un qui me vient, mais c'est surtout sur
la réinterprétation des mots, tu traites cette personne mieux que une telle parce que tu as fait ça, alors que elle, tu n'as pas fait ça. Et en fait, non, je m'adapte aux différents styles. Je suis différente en fonction de mes collaborateurs, en fonction de mes pairs, parce que je suis dans une relation qui est intuitive personnée et je suis pas là à répliquer un modèle qui serait le même modèle pour tout le monde. Je vais juste faire un point comité de direction Comex, parce qu'en fait, j'ai jamais fait dans mon podcast et je me dis que selon les gens qui nous écoutent, parce qu'en fait, selon les petites entreprises, les grosses entreprises, c'est pas la même. Donc, juste que j'explique, dans les grandes entreprises, il y a des comités de direction, donc qui sont les directions avec le DG, mais en fait, dans chaque direction, il peut y avoir des comités de direction propres. Donc là, vous parlez du comité de direction finance, qui regroupe plusieurs types de fonctions de la finance, dont vous faisiez partie en termes de fiscalité, du coup, parce que vous étiez directrice fiscaliste, c'est ça ? Fiscal Group, j'avais vu directrice fiscal Group. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc en qualité selon votre expertise, vous pouvez faire partie d'un premier comité de direction d'une direction. Ensuite, si vous montez, vous faites partie du comité de direction de la filiale ou de l'entreprise ou de l'entité, ça peut être d'une usine. Et ensuite, le COMEX, c'est vraiment le comité exécutif qui est tout en haut, qui lui chapeaute l'entièreté du reste des filiales ou des restes des directions. Je précise parce qu'en fait, c'est pas évident pour tout le monde selon si on a fait partie de groupe, selon si on est déjà en comité de direction ou pas. Donc, vous êtes passé par ces différentes étapes, parce que vous avez été au comité de direction finance, puis au comité de direction du Club Med, puis au comité exécutif, c'était la même chose chez le comité. Alors, en fait, j'ai eu la chance de faire, par rapport à ce que vous décrivez, ces 3 étapes. Okay. Le comité direction finance, donc qui est vraiment lié à un champ de compétences et qui regroupe toutes les fonctions de la finance. Ensuite, j'ai participé au comité de direction d'une business unit. Donc là, on est vraiment au niveau d'un business. Donc là où sont représentées toutes les fonctions qui sont sous le directeur de la business unit. Et là, actuellement, donc je fais partie d'un comité exécutif, au sein de GS1 avec un président exécutif et ses 5 directeurs qui lui sont associés. Très bien. Et du coup, c'est 5 directeurs de différentes filiales, c'est ça ? Non, c'est 5 directeurs qui représentent des périmètres différents de l'entreprise. Très bien. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que est-ce que chaque niveau est différent, ou est-ce qu'à partir du moment où on rentre dans un comité de direction, même si c'est un comité de direction, du coup, si on dit Codir Finance, est-ce que là, à partir du moment où on est rentré là-dedans, ça revient à la même logique pour toutes les séquences du dessus, ou à chaque fois, c'est un peu différent ? Moi, je dis qu'à chaque fois, c'est un petit peu différent parce que quand vous êtes dans un comité de direction, je dirais, spécialisé, finalement, vous êtes entre pairs, vous êtes plutôt en train de défendre votre territoire. Et donc là, je vais parler du territoire finance que nous avions à cœur de défendre, versus ensuite des comités qui sont plus pluridisciplinaires et où alors là, on ne défend pas un territoire, mais soit on défend sa business unit versus le reste du monde, ou alors, quand on vient dans un comité exécutif, là, on défend des visions, parfois des visions stratégiques, des visions opérationnelles qui peuvent être très différentes et on sort finalement de son expertise. Et c'est ce que je trouve très très intéressant aujourd'hui dans mes fonctions de secrétaire général, c'est qu'on m'associe plus à une case d'expertise. Pendant une grosse partie de ma carrière, j'étais avocat fiscaliste, directeur fiscal et donc justement, on me voyait en tant qu'experte. Aujourd'hui, je suis sortie de cette expertise et ce rôle de secrétaire général, il est très intéressant parce qu'il permet vraiment d'avoir une vision complètement transverse de l'entreprise et de faire valoir son point de vue, même si je suis pas la spécialiste du marketing, de la marque ou des ressources humaines, je peux exprimer mon point de vue, le justifier et puis finalement aller défendre mes positions. Alors, c'est intéressant parce que ce rôle de secrétaire général, finalement, c'était une nouvelle posture, ça sortait de votre expertise et c'était aussi dans une nouvelle structure puisque vous l'avez fait en changeant de poste. Donc, vous êtes passé d'une très grande entreprise française, très spécialisée en plus dans le tourisme, l'hôtellerie aussi, et enfin bref, tout ce qui est relié au tourisme, très normé d'une certaine façon, parce que c'est une vieille entreprise française, je sais pas combien de temps ça a, Club Med, mais 70 ans cette année. Ouais, c'est ça, ça fait un moment, qui s'est beaucoup transformé ces dernières années, particulièrement parce que le business du tourisme a connu des aléas. Et vous êtes passé dans une entreprise complètement différente. Alors, c'est un modèle assez hybride, si j'ose dire. On a l'habitude de dire, c'est un peu comme l'ONU. Donc, vous imaginez l'ONU, voilà, il y a plein de pays qui sont représentés, chacun autour de la table. Donc, c'est un côté de fédération. C'est un modèle où chacun, en fait, a sa voix. Chacun est autonome dans son business, mais finalement, on contribue tous à une même cause. Donc ça, c'est
très, très intéressant. Mais c'est un environnement effectivement très, très différent de celui que j'ai pu connaître auparavant. D'abord par, je dirais, le cœur de métier. Enfin, quand on passe du tourisme à, rendre les gens heureux. Enfin, ce qui était vraiment, ce qui est l'ADN du Club Med, à ensuite l'identification des produits, la standardisation et la traçabilité de bout en bout. On voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes sujets, mais vraiment pas du tout. Non. Donc, pas les mêmes sujets, pas du tout la même taille de structure. Je suis passée d'une société cotée à une société qui est neutre, à but non lucratif, donc qui a un ADN complètement différent. Mais finalement, j'ai retrouvé dans les cultures d'entreprise des choses qui étaient assez similaires. Et c'est ce qui m'a permis de faire, je dirais, le pont entre mes deux expériences professionnelles, même si le métier n'a rien à voir, absolument rien à voir, même si les compétences sont très très différentes. Moi, là, on est plutôt dans un secteur où la tech est très très présente, oui. où on a beaucoup d'ingénieurs. La standardisation, c'est un métier très technique, alors qu'au Club Med, on était plutôt sur le savoir-vivre, le savoir-être, créer des liens. Eh bien, finalement, j'ai pu faire ce pas de côté dans un autre environnement grâce à ces points communs entre ces deux structures. Je pense que le point commun, c'est l'humain. Parce qu'au cœur du Club Med, il y a la relation humaine. Qu'est-ce qui va faire que vous avez un séjour incroyable qui restera toujours dans votre mémoire? C'est les liens que vous avez pu créer, l'expérience. Et finalement, dans le rôle de GS1, donc un organisme de standardisation, quel est le rôle, je dirais, cœur, c'est de faire travailler les gens ensemble. En fait, des gens qui sont concurrents dans la vie de tous les jours, ils doivent s'asseoir autour d'une même table et travailler ensemble pour créer des standards. Et donc ça, on est toujours sur le lien humain. C'est vraiment ce qui fait, je dirais, la magie et ce qui fonctionne, ce qui fait que des entreprises dans le monde entier partagent des produits de manière, j'allais dire flawless, mais c'est vraiment ça. Et donc, parce qu'il y a un moment, il y a des gens qui se mettent autour de la table et qui décident de travailler ensemble. Donc l'humain est finalement au cœur de ce parcours. Très bien. Du coup, pour revenir, donc vous êtes passée d'un poste de directrice de relations des investissements et communication financière, c'était ça? Oui. Au sein d'une BU, du coup, à l'époque? Non, là j'étais revenue au groupe, donc au siège. Donc là, vous étiez bien au siège. Ouais, ok. Tout à fait. Donc vous étiez déjà quand même au COMEX, CODIR en tout cas, COMEX de l'entreprise. Et vous êtes passée à un poste de secrétaire général qui doit avoir des similitudes, mais qui est encore complémentaire par rapport à... Complètement. Voilà. Mm-hmm. Donc vous avez changé de type de poste, changé de type de structure, changé, même s'il y a une culture qui s'est retrouvée, de type d'interlocuteur, parce que comme vous avez dit, là, c'est très ingénieur, ce qui n'était pas le cas, je pense, au Club Med. Pas du tout. Voilà. Donc, beaucoup de changements. Déjà, comment est-ce que vous avez fait ce saut? Parce que tout le monde ne réussit pas forcément à faire un changement drastique comme ça de secteur, surtout quand c'est aussi clair. Et puis, comment vous l'avez vécu, finalement, ce changement de poste, de posture, d'environnement? Alors, d'abord, je pense que c'est quelque chose qui est très prégnant dans mon parcours, ces sauts de poste, parce que je pense que j'ai commencé à travailler, j'ai toujours voulu sortir de ma boîte d'expertise, si j'ose dire. Et donc, ça demande un certain entraînement. En fait, déjà, faut oser, faut le demander. Et une fois qu'on a commencé à dire, peut-être que je peux faire autre chose que de la fiscalité et qu'on vous donne votre chance, parce que, moi, j'ai aussi eu des personnes dans ma carrière qui m'ont à chaque fois fait confiance, qui m'ont donné ma chance sur des postes qui n'étaient absolument pas des copier-coller de ce que j'avais fait avant. Donc, c'est pour ça que je suis passée de expertise fiscale à de l'audit interne. Donc, l'audit interne est quand même beaucoup plus transverse. C'est un autre métier, même si effectivement il y a des ponts avec la fiscalité. Donc ça, c'était une première étape. Et ensuite, deuxième étape, on m'a aussi proposé ensuite un poste de directeur financier. Moi, je n'ai pas du tout un background de financier. Moi, je suis avocat, j'ai fait des études de droit, certes droit des affaires et droit fiscal, mais je n'ai pas fait d'école de commerce. Et à un moment, on m'a dit, pourquoi pas, tu vas le faire. Et puis en même temps, tu vas être directrice financière, et puis on va t'envoyer aux États-Unis, et tu vas partir avec ta famille, tes 3 enfants sous le bras, etc., etc. Donc, voilà. Après, ça devient, je dirais, un espèce de réflexe pavlovien en disant, ok, je m'interdis rien, je vois, tiens, ça a l'air intéressant, je vais le faire. Et vraiment, donc, c'est ce que j'ai fait au Club Med, avec à chaque fois, j'ai eu vraiment des patrons formidables qui m'ont donné cette chance, qui m'ont fait vraiment la courte échelle pour me permettre d'accéder à mon poste d'après. Et ensuite, finalement, de passer à un autre univers complet, à un poste de secrétaire général qui finalement recouvre toutes mes expériences passées et qui fait la synthèse. Finalement, je fais du droit aujourd'hui, je fais de la finance, je travaille beaucoup sur la gouvernance, je fais des achats et maintenant je fais de la RSE.
voilà, je disais pour démarrer que c'est le pouvoir au féminin, c'est aussi le pouvoir, enfin, c'est les possibilités, et une infinie de possibilités. En fait, c'est vraiment ça. Je pense que c'est un peu mon mantra dans la vie. Comment est-ce qu'on cadre un poste de secrétaire général ? Je vais préciser mon point. Mais ça vous fait rire, donc je pense que vous l'avez quand même compris. Parce que c'est un poste qui a autant de définitions que d'entreprise. En vrai, alors il y a certaines choses qu'on retrouve, qui sont la base, le juridique souvent est dedans, le DAF, mais on peut voir du RH aussi dedans. Là, vous avez mis le RSE, certaines entreprises en direction. Donc, comment est-ce qu'on cadre ce poste-là quand on le prend ? Parce que c'est aussi un poste où on peut vite se faire envahir pour plein de raisons différentes. Enfin, ça peut être plein de projets. Donc voilà, comment ça s'est passé pour vous ? Alors, quand j'ai pris le poste de secrétaire général, en fait, c'était un poste qui avait été vraiment downsizé, si j'ose dire. C'est-à-dire que mon prédécesseur, je crois, avait à peu près tout dans son périmètre. Il avait les ressources humaines, il avait même le marketing, ce qui est quand même assez rare. Oui, là, quand même, c'est rare. Voilà. Pour un poste de secrétaire général, il avait le réglementaire, etc., etc. Et en fait, je crois que ça ne l'intéressait pas forcément et il a voulu recentrer le poste vraiment sur 2 axes, le juridique et la finance. La base. La base, voilà, la base. Donc, moi, j'ai pris ce poste avec, ces 2 jambes. Et puis, ce qui est absolument formidable dans ce poste, c'est qu'on peut y mettre ce qu'on veut. On peut prendre des projets en disant « Non, mais c'est transverse, tu vas voir, il y a besoin de juridique, il y a besoin de finance, etc. » Et donc, ce qui m'a permis, finalement, avec cette casquette de secrétaire général, et puis à un moment, il fallait travailler sur une stratégie sur la data. Bon, je me suis proposée et j'ai pu travailler sur une stratégie sur la data, la mettre en place et puis ensuite, une fois qu'elle était sur les rails, ensuite la confier à une autre direction de l'entreprise. Sur la stratégie RSE, c'est aussi quelque chose qui m'intéressait, qui me motivait et donc j'ai aussi proposé de travailler sur une démarche RSE. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a un éventail incroyable de possibilités, je reviens toujours à ça, et donc, je dirais, à moi de cultiver mon jardin et d'aller chercher ce qui m'intéresse. Alors, prenons le sujet de la data, par exemple, parce que Ouais. le RSE, c'est vraiment transverse, mais la data, c'est plutôt SI de façon générale. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc, vous, le fait que vous preniez ce sujet-là, ça n'a pas posé de problème au niveau des SI, ça n'a pas créé des confusions ? Alors, c'est jamais très facile, et en fait, dans ces situations-là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment trouver des bonnes alliances. Donc, y aller en confrontation, je renverse la table, etc. Ça ne marche pas. Et donc, ça m'a demandé vraiment de créer des alliances, d'y aller au bon rythme. Et puis, un autre, je pense, facteur clé de succès, c'est que je me suis aussi appuyée sur des bonnes personnes et des bonnes personnes à l'extérieur qui ont aussi permis d'amener un nouveau type de culture dans l'entreprise et qui, par leur manière de faire et leur manière d'être, ont permis d'infuser cette culture data au sein de l'entreprise. Et puis, on a des gens chez nous qui sont absolument passionnés de la data, qui soient au marketing, qui soient à l'IT, etc. On s'en fiche. Il faut prendre les compétences là où elles sont. Il faut cultiver ces compétences-là. Et si on a des gens qui ont de l'appétence, voilà. Après, il faut loger, si j'ose dire, le périmètre avec, sur ces zones de compétences et non pas rester dans nos schémas de la data, c'est les systèmes d'information, etc. Ok, et du coup, comment est-ce qu'on refile le bébé après ? Alors évidemment, c'est une expression, mais en gros, vous avez pris le sujet de la data. Très bien, vous l'avez formalisé, vous l'avez mené. Oui. Mais vous ne l'avez pas gardé au sein du secrétaire général ensuite. Non, parce que la question aurait pu se poser, mais en fait, dès le début, on m'a plutôt sollicité pour ma capacité à structurer finalement une feuille de route, à lancer l'initiative et ensuite, une fois que l'initiative était fonctionnelle, que les personnes avaient pris leur rôle et leurs responsabilités, des personnes qui n'étaient pas dans mon équipe, il était tout à fait naturel que ce soit ces personnes-là qui portent le sujet. Et ça, moi, ça me pose aucun problème. Moi, je me vois aussi comme quelqu'un qui je peux être là aussi à des moments pour faire pousser, je dirais, un début de plante, sur un sujet ou un autre, et ensuite, le redonner dans l'entreprise pour l'opérationnaliser, pour que ça soit le plus pérenne possible. Sinon, après, j'aurais des équipes qui grossiraient, et c'est pas la philosophie du tout dans mon organisation. Non, mais ça fait plaisir, ça fait du bien, parce que c'est vrai qu'on le voit aussi, des gens qui s'accaparent des sujets, puis après qui sont sur tous les sujets. En fait, quand on est sur tous les sujets, on n'est nulle part. Je pensais à votre prédécesseur et le marketing, c'est vrai que c'est un peu trop. Oui. Puis ça manque de sens. Après, il faut que l'entreprise soit aussi capable d'accepter ça.
Que ce soit une personne qui gère un sujet et ensuite qui le redonne, c'est une vraie culture qui est ouverte à ça, parce que c'est pas courant. Oui, c'est vrai, mais au cœur de la culture de GS1, il y a la culture de la collaboration. Et donc ça facilite quand même beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'on a ce mindset de travailler ensemble, de développer quelque chose ensemble, et finalement, après, pour que ça devienne un bien commun. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on s'appuie dans les entreprises en disant bon, c'est pas que des guerres de territoire tout le temps. On n'est plus dans cette époque de voilà, ça c'est mon périmètre, il démarre là, il s'arrête là. Voilà, on est sur des sujets qui sont maintenant tellement complexes, transverses qu'il faut être en capacité de se passer le relais. J'aime votre vision du monde de l'entreprise. Peut-être une vision un peu naïve. Non, elle est pas naïve, c'est la vôtre. Donc elle est réelle, elle a une certaine réalité. C'est juste que le « on n'est plus », c'est un peu généraliste par rapport à beaucoup d'entreprises. Mais je pense que beaucoup d'auditoristes qui vont nous écouter vont dire « Ah oui, j'aimerais bien que mon entreprise ne soit plus non plus ». Mais du coup, c'est plutôt un message d'espoir pour dire qu'il y a plein d'entreprises qui le sont. Et c'est très bien, parce que je suis 100% d'accord avec vous. Il y a des sujets où on ne peut plus aujourd'hui, que ce soit la data, que ce soit le RSE d'ailleurs aussi, que ce soit juste le management de façon transverse, que ce soit l'IA. Voilà, moi j'avais vu une fois une vision d'entreprise qui m'avait fait rire, parce qu'ils avaient leur vision. Et sur les côtés, il y avait des points. Et il y avait un point data, un point RSE. J'ai dit, ces points, ils sont où ? Il dit, ils sont partout. Oui, mais ils sont en dehors du cercle. Oui, mais du coup, c'est parce que tout le monde doit le faire un peu. Ok, donc on sait très bien que s'ils ne sont pas dans le cercle, ça ne marche pas. Et vous, du coup, vous les ramenez dans le cercle. Voilà. Et nous, c'est une maison, ce n'est pas un cercle. On a une maison stratégique dans laquelle la data et la RSE sont bien sûr au cœur de la maison. Et vraiment dans nos axes de transformation forts. Pour revenir à votre parcours, très rapidement, d'ailleurs, dès votre deuxième poste, vous avez le mot de directrice sur votre poste. Ouais. Alors, vous avez écrit directeur sur LinkedIn, mais je vais me permettre directrice. Ah oui, alors en fait, je vais vous dire, je n'ai jamais féminisé mes noms de poste. Et là, secrétaire général, vous verrez, il n'y a pas de E à général. Il y a une raison ? Mais en fait, je n'y mets aucune... pour moi, c'est même pas un sujet. Je me suis jamais posé la question de féminiser, de directeur, directrice. Pour moi, c'est pas important en fait. Ok, très bien. Écoutez, on va quand même féminiser dans ce podcast. Allez, il n'y a pas de souci. À voir si vous voulez vraiment que je vous dise directeur, mais... Non, mais la secrétaire générale, ça passe très bien. Là, on est tranquille. Exactement. Du coup, vous avez parlé des gens qui vous ont tiré. Comment ça s'est passé, vos évolutions de poste au Club Med ? Vous êtes allé les chercher, vous les avez visés. Comment ça s'est passé pour vous d'évoluer ? Une fois que j'ai compris que, et ça c'est grâce, le pouvoir au féminin. Et pour moi, c'est très très important. C'est une fois que j'ai commencé à ouvrir un petit peu le champ des possibles. J'ai beaucoup discuté avec des femmes du Club Med, que j'avais vues évoluer de poste en poste, dans des domaines vraiment très très différents des miens. Et en fait, elles m'ont toutes donné des bons conseils. Et un des conseils, c'était de dire, si tu veux un poste, il faut que tu le dises. Voilà, donc ok. Alors déjà se dire mais j'ai pas la légitimité, j'y connais rien, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est qu'à chaque changement de poste, en fait, je me suis fait coacher. Ah ouais ? Exactement. Sur votre demande ? Ouais, à ma demande. C'est-à-dire que je sentais que si je voulais passer une marche, j'avais besoin d'aide. Vous coachiez avant ou après ? Avant. Avant d'avoir le poste. Ouais, okay. Tout à fait. Et en fait, c'est ce qui m'a aidé à un moment, à chaque fois, à me dire, parce que d'abord, il fallait que je trouve le poste que je voulais. C'est pas, on se réveille pas un matin en disant, tiens, je vais être directrice de l'audit interne. Non, c'est vraiment une réflexion en se disant, dans l'organisation, où est-ce que je peux être pertinente, qu'est-ce que je sais faire, etc. Donc, ça demande quand même un peu d'introspection. Et cette introspection, avec l'aide de quelqu'un d'extérieur qui, en plus, est là pour vous faire prendre un peu conscience aussi, de vos compétences, de ce que vous pouvez apporter, de votre valeur ajoutée, tout simplement. Eh bien, en fait, marche par marche, c'est ce qui m'a permis de me dire, mais en fait, je peux voir plus grand. Et donc, une fois que la première marche était passée, la marche de directrice de l'audit interne, et que j'ai participé justement au grand plan de transformation dont vous parliez du Club Med pour sa montée en gamme, et bien après, je me suis dit, ok, je peux faire d'autres choses. Et l'idée de partir expatrier, avec toute ma famille, c'était pas quelque chose d'évident. Et puis, finalement, à force d'aller dans les business units, de discuter avec les directeurs financiers, mais c'était mon rêve, c'était mon Graal. Et un jour, je l'ai exprimé, j'ai dit, s'il y a un poste de directeur financier dans une business unit qui se libère, moi, je vais postuler.
Et je l'ai dit. Et vous l'avez eu combien de temps après ? Eh ben, je l'ai eu très peu de temps après. Mais j'ai eu, parce que il y avait à chaque fois, il y a beaucoup il faut aussi le dire, il y a aussi de la chance dans un parcours professionnel. Il y a des moments où les planètes s'alignent et c'est vrai que à chaque fois que j'ai pu exprimer un souhait d'évolution, eh bien les planètes se sont alignées au bon moment. Voilà. Donc c'est quelque chose vraiment qui s'est fait naturellement, mais ce qui m'a permis de renforcer la confiance que je pouvais avoir dans le fait que je pouvais prendre un poste différent, un poste plus gros, à plus forte responsabilité. Il y a plusieurs choses dans tout ce que vous avez dit. La première, c'est la solidarité féminine, et je mets des guillemets parce que c'est plutôt le réseau féminin. Oui. Il était interne au Club Med ou externe, ou était large? Alors, il n'y avait pas de réseau organisé au Club Med, mais je me suis constitué un réseau de figures féminines très fortes. Il y avait des très très fortes personnalités, ce qui constituait vraiment une caractéristique du Club Med, et avec vraiment une envie d'entraide, toujours avec un bon état d'esprit, de mentorat. Et donc en fait j'ai eu cette chance d'avoir beaucoup de mentorat. Et si je peux juste continuer sur je dirais les cercles féminins, j'en ai pas eu tellement dans ma vie professionnelle, mais là ce que je vois en ce moment, c'est que ça m'est de plus en plus utile. J'avais pas trop de cercles féminins au début de carrière. Au Club Med, c'était plus un petit peu c'était désorganisé. Et là récemment j'ai rejoint un cercle féminin. J'ai commencé à faire du mentorat aussi féminin pour des jeunes étudiantes. Et parce que j'ai vraiment pris conscience d'une chose, c'est un accélérateur incroyable, puisque comme j'ai pu en bénéficier de manière un peu informelle pendant ma carrière, je me dis mais alors ça, de manière structurée, ça a une valeur ajoutée incroyable. Génial. La deuxième chose que vous avez dit, c'est parler de coaching. Alors, c'est intéressant parce que c'était pas une époque où le coaching était si courant. Si on parle dès votre premier changement de poste vers la direction de l'audit, c'est quoi ? C'est fin des années 2000, avant 2010 ? Ah oui, bien sûr. Bien avant 2010. C'est le début des années 2000, du coup. Ouais, bien avant. Donc, on est d'accord que le coaching, c'était pas autant, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. C'était plutôt, on confondait en plus coaching et mentorat quand même à l'époque. Aujourd'hui, encore un peu, mais à l'époque, c'était quand même très, très courant. Est-ce que c'est l'entreprise déjà qui vous l'a financé ? Est-ce que c'est vous qui allez chercher ? Et comment vous avez enclenché cette démarche ? Alors, au Club Med, qui était très, très en avance sur son époque, eh bien, il y avait des coachs. Génial. Donc, en interne. Donc des coachs qui étaient des anciens géos, qui avaient eu une expérience en village, et puis ensuite qui étaient passés dans les ressources humaines, et puis après qui avaient fait des formations, et qui étaient vraiment des ressources au service des collaborateurs plutôt du siège, pour réfléchir à une évolution, à un parcours. Et moi j'ai eu vraiment de la chance. J'ai eu donc cette première personne qui m'a permis de faire ce premier saut quantique, je dirais, de la fiscalité vers l'audit interne. Et également, j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que j'ai une ancienne chef de village qui m'a coachée à un retour de congé maternité pour réfléchir avec moi justement sur comment me réapproprier mon poste à la suite de mon congé maternité, comment aussi me donner de l'ambition pour l'après. Et ça a été d'abord 2 expériences humaines absolument formidables, c'est clair. Et puis, ça donne confiance. Enfin voilà, moi je me suis sentie à chaque fois beaucoup plus forte, beaucoup plus au clair sur mes envies et mes attentes, et c'est pour ça que j'ai pu ensuite exprimer de manière très claire, je souhaite avoir ce poste, et ça aide, ça peut aider quand même. Ok, hyper clair. C'est marrant que le Club Med forme ses géos et chefs de village au coaching. C'est une bonne idée, hein ? Tout à fait. Et puis c'est des gens quand même qui connaissent bien l'humain, qui ont une vraie légitimité. Ok. Génial. Et là, du coup, pour avoir le poste que vous avez aujourd'hui, vous avez aussi fait appel au coaching, ou vous étiez très au clair avec vous-même sur ce que vous vouliez avoir ? Non, j'ai pas fait appel au coaching pour le poste que j'ai aujourd'hui de secrétaire général, mais en fait, j'ai fait un
petit passage très rapide dans le monde des startups. Quand je suis partie du Club Med, j'ai rejoint une startup et avec justement ce titre de secrétaire général que je n'avais jamais occupé. Et finalement, c'était comme un coaching accéléré parce que ça m'a permis de voir déjà le monde de l'entrepreneuriat que je ne connaissais absolument pas, ayant évolué dans des groupes très très structurés, etc. Ça m'a aussi donné une vision de ce qu'était un entrepreneur, les possibilités aussi infinies de changement de business model entre une semaine et une autre. On change tout, on change la techno, on change. Et donc avec aussi un entrepreneur qui échangeait tout le temps, qui s'appuyait sur son secrétaire général pour tester ses idées, etc. Donc pour moi, ça a été un espèce de coaching d'un entrepreneur, qui m'a aussi donné des clés pour m'adapter à n'importe quel contexte, le contexte d'une start-up et puis après le contexte d'une organisation internationale complètement différente aussi de ce que j'avais vécu avant. Pourquoi vous n'avez pas continué en start-up, si je peux me permettre ? Alors, c'est une très bonne question puisque j'ai failli, j'étais pas loin du tout de ensuite moi-même basculer dans l'entrepreneuriat. Ça a été vraiment une réflexion intense sur le fait que j'allais me lancer et finalement, je vais vous dire, j'étais un peu rattrapée par une réalité qui était que j'avais quand même charge de famille, que j'avais pas une idée très précise de quel serait mon avenir avec cette start-up dans 2, 3, 4 ans et qu'à un moment, il y a une balance qui doit se faire entre la sécurité et l'aventure et que j'ai privilégié la sécurité. Sans regret. Sans regret parce que ça fait quand même 8 ans que j'ai rejoint GS1 qui m'offre aussi une certaine liberté dans les sujets que j'adresse, une liberté aussi d'exprimer une curiosité intellectuelle dans tous les domaines. C'est quand même assez unique. Et donc, je n'ai aucune frustration de ne pas avoir poursuivi dans cette fibre entrepreneur, que j'ai juste frôlé, mais je ne suis pas allée très très loin. Quand on a préparé cet entretien, on a parlé des CODIR à parité, non-parité. Mm-hmm. Alors vous venez d'un domaine plutôt féminisé, plus ou moins, parce qu'en fait, la finance l'est pas, le juridique l'est. Oui, donc, tout à fait. Ça, je confirme. Le juridique, c'est très féminin. Voilà, le juridique, c'est très féminin parce que c'est des études longues et qu'en fait, les femmes sont bien meilleures dans ces études-là. La finance, pas du tout, pour le coup. Elle se féminise. La finance se féminise beaucoup ces derniers temps. Oui, de tout plus à fait. en plus de DAF femmes. Exactement. Moi, j'ai une DAF femme. Voilà. Enfin, un tremplin à poste de DG parce que c'est un peu un poste tremplin. Donc, déjà, comment vous avez évolué dans les comités selon si c'était paritaire ou non paritaire? Et en plus, vous avez été dans des comités de direction dès le début des années 2000. C'est pas forcément la même ambiance qu'aujourd'hui. Donc, comment ça s'est passé pour vous selon les comités de direction? Je vois qu'il y a une vraie évolution entre 2000 et 2026. C'est assez incroyable. Là, ce qui est assez drôle, c'est que là, mon comité exécutif actuel, il est donc maintenant plus qu'en majorité, il est à 2/3 féminin. Ok. D'accord. Donc voilà. Dans un monde d'ingénieurs. Voilà, dans un monde d'ingénieurs. Et moi, quand je suis arrivée, c'était 1/3. Vous êtes combien, juste pour que... On est 6. Oh oui, ça va. Donc 2/3, ok. Voilà. Donc, et ça, en 8 ans. Je trouve que c'est quand même très intéressant. Et avec donc un président exécutif qui était un président jusqu'à très récemment, puisque on vient d'avoir une présidente, pardon. Et donc, on a complètement basculé en termes de répartition de genre, si j'ose dire, dans ce comité exécutif. Donc, j'ai pas encore le recul parce que c'est quand même assez récent de voir si ce changement de poids va introduire des différences, une nouvelle manière de faire, etc. Mais je suis assez convaincue du fait que il y aura des changements. Ça, c'est sûr, parce que le style de leadership est pas du tout le même, que il va y avoir forcément une évolution de style par rapport à ce que j'ai connu avant. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans les comités exécutifs, le comité de direction où j'étais, qui était plutôt masculin versus féminin, j'ai pas ressenti en tous les cas le fait d'être que ma voix ne comptait pas, que j'avais un rôle différent des autres. Mais c'est plus dans le style de management, le style d'animation, etc., que j'ai pu voir la différence. Et j'ai pas d'idée préconçue sur le fait que est-ce qu'il y a un style qui est meilleur que l'autre.
Pour moi, le meilleur des styles, c'est là où chacun a sa place, là où chacun peut s'exprimer, lever la main, dire voilà, j'ai des choses à dire et pas se sentir, je vais pas dire inférieur parce que c'est pas ça, mais se sentir en retrait. Ça, j'ai pu aussi un peu l'expérimenter dans certains cas, dans le comité exécutif. Et en fait, je l'ai exprimé. J'ai dit, j'arrive pas à parler, j'ai des choses à dire, mais j'arrive pas à le dire parce que vous prenez trop de place. Vous l'exprimez au collectif? Oui, je l'ai exprimé au collectif. On avait eu un séminaire et j'ai dit, vous prenez tout le temps la place. Et donc après, vous pouvez dire, ah, elle est en retrait. Mais oui, mais je suis en retrait parce que j'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire. Ils ont dit quoi? Alors, ils étaient un peu interloqués. Ils ont dit, ah bon, ah, mais on savait pas. Nous, une fois qu'on est lancé, on est lancé. J'ai dit, oui, mais d'accord, mais vous êtes lancé parce que vous avez une conversation très technique qui vous intéresse. Mais enfin, moi, je peux aussi avoir des choses à dire. Et donc, en fait, on a changé les règles du jeu. On a dit, quand on a quelque chose à dire, on lève la main, mais vraiment comme à l'école. Ça a tenu? Et ça a tenu. Ouh. Et donc, on lève la main. Et comme ça, on attend que les autres aient fini. Et ensuite, on s'exprime. Et bon, alors ça fait très scolaire, je suis d'accord, mais ça fonctionne. Ça veut être très scolaire, mais n'empêche que factuellement, les femmes ont tendance à lever les mains et les hommes pas du tout. Donc, au bout d'un moment, ça finit par couler. Voilà. C'est des statistiques, des études Voilà. qui ont été faites. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, je précise. Non, tout à fait. Mais maintenant, tout le monde lève la main. C'est ça qui est absolument génial. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que ça ait tenu. Parce que très souvent, il y a le côté bon élève du début, mais ça tient pas. Du coup, ma question, c'est déjà, sur toutes les personnes, est-ce qu'il y avait des récalcitrants en mode c'est n'importe quoi? Et puis, qui a soutenu la démarche? Parce que... Est-ce qu'il y avait des récalcitrants? Je suis pas sûre. Je pense qu'ils ne se rendaient pas compte. En fait, le point, c'était qu'ils ne se rendaient pas compte et que finalement, cette prise de pouvoir de la parole, c'est pas qu'elle nous invisibilisait, mais en fait, mon réflexe, c'était de mettre au fond de mon fauteuil en me disant bon, je vais attendre que ça passe et puis quand il y aura peut-être une petite opportunité, j'irai. Mais c'est pas la bonne technique. Franchement, c'est pas celle que je conseille. Il y a un moment, il faut affirmer ses positions. Il faut dire ce qu'on pense. Et puis, plutôt que d'interrompre et tout de suite être dans la polémique, je trouve que finalement, ce modus operandi qu'on a mis en place, il fonctionne pas mal parce que déjà, on s'est beaucoup amélioré en qualité d'écoute et en temps de parole. Si je regarde maintenant le temps de parole, comment il est partagé, ça n'a rien à voir avec il y a 8 ans, la manière dont il était partagé. Après, il y a plus de femmes. Il y a plus de femmes, c'est vrai. Depuis combien de temps vous êtes passé à 2/3, vous avez dit? Depuis 1 mois. Ah oui, c'est hyper récent. Vous étiez à moitié avant, quand même? Avant, on était moitié. C'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Après, c'est quand même intéressant de le préciser parce que l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast, entre autres, c'est que j'avais animé un comité à parité et je me suis rendu compte que ça ne changeait rien du tout. 75% de temps de parole était utilisé par les hommes, des hommes se défendaient entre eux, un effet meute. Enfin, la parité ne valait pas égalité. Donc, même à parité, il faut être hyper vigilant sur la prise de parole et les tours de parole, ça ne change rien. Ouais. Mais je crois que ça, vous avez raison, c'est un point très très important et je crois que ça, on a réussi à le faire. Eh bien, félicitations. Après, il faut que ce soit porté. Et l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que vous avez pris la parole et du coup, j'imagine que plein de gens derrière dans leurs écouteurs, dans leurs oreillettes ont envie de dire c'est très bien, du coup, si les femmes prennent la parole, c'est top. Je vais quand même le nuancer, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Ouais. On prend la parole quand on a la capacité de le faire. Je suis pas sûre. Enfin, il y a l'environnement qui vous a aussi permis de dire je ne peux pas parler. Est-ce que dans un autre environnement, on peut tout le temps le faire? L'environnement a été favorisé, et là je vais revenir au coaching. Le fameux. Ça aide aussi beaucoup le coaching. Ça aide à surmonter des difficultés, à pouvoir exprimer le fait que mais j'arrive pas à parler, j'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire, etc. Et à trouver les clés. Donc parfois, il faut des béquilles pour pouvoir avancer. Quand vous avez trouvé la bonne personne qui comprend bien l'environnement, qui voit les systèmes de pouvoir, comment ils se mettent en place, eh bien, vous arrivez ensuite à imposer votre style. Et je pense que c'est le pouvoir au féminin, c'est aussi d'imposer son style. Que au féminin. Avec un style féminin. Oui, non, mais j'entends ce que vous voulez dire, en fait. C'est de donner une place à un autre style que celui qu'on peut avoir en face de nous et de trouver aussi sa place, de prendre la parole. Donc, c'est ça aussi que j'entends dans ce que vous dites, c'est aussi un pouvoir au féminin. Du coup, je comprends bien. Le coaching, en effet, c'est hyper intéressant et vous avez raison, c'est une vraie béquille. Ça peut, si on en ressent le besoin. Je le précise bien parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui poussent au coaching de femmes. Et moi, ça m'exaspère un peu parce que le coaching, je pense, c'est avant tout un besoin qui est ressenti, une demande qui doit être faite.
et pas d'aller coacher les femmes parce qu'on a décidé qu'on était nuls dans l'encadrement des femmes. Je vous vois dire oui parce qu'on ne vous voit pas, mais ça vous parle ce que je raconte. Alors moi, ça me parle totalement. À chaque fois, c'est moi qui suis allée demander un coaching. Et pas que pour changer de poste, mais parfois, dans le cadre d'une prise de poste, justement, à un moment, on est un peu seul. Quand on est dirigeant, parfois, on ne sait pas, on n'a personne à qui se confier. Et de pouvoir s'exprimer, de faire part de ses doutes, de ses angoisses aussi, et notamment quand on doit restructurer une équipe, notamment, eh bien, c'est quelque chose qui vraiment permet de dépasser un peu ses peurs. Mais dans ma carrière, je me suis jamais fait imposer un coaching. C'est toujours moi qui plutôt est allé le demander en disant mais voilà, moi j'ai besoin à ce moment-là d'un coach et en étant très précis sur le livrable ou en tous les cas sur l'objectif à atteindre, qui pouvait être très différent d'un coach à l'autre. Et à chaque fois, j'ai changé de coach parce que ça, c'est aussi un autre point. Je trouve que ça apporte une richesse et puis on a des besoins de profils différents à des moments différents de notre carrière. Du coup, je suis assez curieuse, vous qui êtes une experte en coaching. C'est quoi pour vous les critères qui ont fait que c'était les bonnes personnes? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de coachs, il y a tellement de façons de faire. C'est vrai. Voilà. Donc moi, je suis intéressée de savoir pour toutes les dirigeantes ou futures dirigeantes, parce qu'en fait, vous l'avez utilisé avant de prendre votre poste, même si vous étiez déjà directrice quand vous l'avez pris. Donc pour toutes les futures directrices ou les directrices actuelles qui se posent la question, qu'est-ce qui fait selon vous que c'est la bonne personne? Ou qu'en tout cas, les personnes que vous avez prises ont été les bonnes personnes? Tout à fait. Alors, pour moi, qu'est-ce qui n'est pas la bonne personne? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça. C'est la personne qui va se reposer sur des théories, vous faire 50 questionnaires de personnalité, d'appliquer des méthodes, des principes de management, des gourous, etc. Ça, c'est pas du tout mon truc. Clairement, pour moi, ça me fait trop rentrer dans un cadre et franchement, c'est pas du tout ce que j'aime. Okay. Donc pour moi, c'est vraiment l'individualisation. C'est quelqu'un qui s'adapte à vous, qui vous comprend, qui rentre un peu dans votre cerveau, qui a une finesse d'appréciation sur le contexte dans lequel vous évoluez, de compréhension aussi de l'écosystème dans lequel vous évoluez, soit parce qu'elle l'a vécu, soit parce qu'avec les indications que vous lui donnez, elle arrive à se reconstituer, à reconstituer ce contexte. Et donc, pour moi, c'est vraiment... les coachs, il faut avoir un coup de cœur, un vrai coup de cœur intellectuel, mais pas qu'intellectuel, justement, un vrai coup de cœur sur la personne. C'est pas comme si ça devait être votre meilleur ami, mais vous pourriez presque vous projeter comme meilleur ami. Voilà. Okay. J'ai beaucoup utilisé des coachs féminins. Je précise. Bon, après, c'est la majorité. Hein. Alors, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Disons-le franchement, c'est quand même une grosse majorité. Ouais, c'est vrai. J'ai eu un coach masculin, deux coachs masculins. Est-ce que vous avez combien de coachs en tout cas? J'ai l'impression que vous avez une... Mais oui. non, mais c'est vrai. Je sais pas, je dirais au moins 7. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, ok. Donc, il y en a eu 2 sur 7. Donc, c'est quand même pas mal. Ça doit être à peu près le pourcentage d'hommes en tant que coach. Si on fait le ratio, on ne doit pas être trop loin. Voilà. 2 sur 7. Ok. Et tous, sans exception, ravis? Et tous ravis parce que les bonnes personnes au bon moment pour m'accompagner. Vraiment. Et ce que je trouve aussi intéressant dans le coaching, c'est il faut aussi savoir y mettre fin. C'est-à-dire que le coaching, pour moi, c'est vraiment chirurgical. C'est-à-dire qu'il intervient à un moment donné, vous avez une problématique donc qui peut être d'ordre très, très, très différent. Vous pouvez avoir une problématique managériale, une problématique dans votre équipe, une problématique d'évolution. Et en fait, vous allez résoudre à deux ce que vous n'arrivez pas à résoudre toute seule, avec un regard extérieur, sans jugement. Voilà. Alors, effectivement, j'ai usé peut-être beaucoup de coachs, mais à chaque fois, j'ai eu un retour sur investissement très, très impressionnant. Combien de séances max, du coup? Je faisais 1 an, max. Mais 1 an à quoi? Une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines? Une fois par mois. Oui, donc une dizaine de séances. Ouais, une dizaine de séances, ouais. Ok, non mais je pose toutes ces questions-là parce que c'est vrai que je suis d'accord avec vous que le coaching est très bien, c'est juste qu'aujourd'hui, faire un tri, c'est pas forcément évident. C'est difficile, ouais. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir un retour de quelqu'un à qui ça a été fort utile. Ouais, très bénéfique. Non, mais j'ai pas d'expérience négative. Ok. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gouroutisation, même si le mot n'existe pas, mais tout le monde a compris ce que je voulais dire, du coaching. Et c'est pas évident à repérer quand on n'a pas l'habitude. Donc voilà, donc sortir des gens qui n'ont pas un chemin tout tracé, des théories toutes faites, déjà c'est mieux. Exactement. Ok.
Très bien. Je vais faire une entorse à ma ligne éditoriale du podcast pour une fois, ça m'arrive. Non, c'est pas ça, c'est que vous avez mentionné plusieurs fois vos enfants et que je pose jamais de questions sur les enfants et la famille parce que je pars du principe que les femmes n'ont pas à répondre à ces questions-là. Mais n'empêche que vous les avez mentionnées plein de fois, notamment partir à l'étranger. Et je ne rebondis jamais sur ce genre de sujet. Mais j'ai de plus en plus d'auditoristes pour discuter avec elles qui me disent « Oui, moi j'aimerais quand même bien savoir ». Donc voilà, après c'est à vous de si vous avez envie d'en parler ou pas, mais comme vous avez parlé, aucun souci. Comme vous avez parlé notamment de l'étranger, moi il y a une question en fait que je me pose de plus en plus dans ce podcast que je m'étais pas posée, qui est indépendamment des enfants et qui commence à ressortir de plus en plus. On dit pour avoir une bonne carrière, il faut bien choisir son conjoint. De plus en plus, et je vois que ça vous parle. Et c'est aussi ce à quoi j'ai pensé quand vous avez dit de partir aux États-Unis. Pareil, vous êtes ouverte de répondre ou pas? Alors, je vais répondre et je pense que vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que mon parcours professionnel, il a été aussi conditionné par l'aide, l'appui, le soutien de mon mari. J'aurais jamais pu, effectivement, prendre des jobs où j'étais la moitié du temps à l'étranger avec 3 enfants en bas âge sans avoir, effectivement, un soutien à la fois moral, soutien pour les enfants, soutien aussi pour moi de temps en temps parce que c'était quand même pas c'était pas tous les jours facile. Et voilà, et ça permet quand même un équilibre parce qu'à un moment, voilà, on a une famille. Si les 2 parents sont toute la journée dans des avions absents, honnêtement, c'est pas tenable à terme. Et mon mari, c'est marrant, il m'a toujours poussé. Enfin voilà, je pense que c'est mon premier coach. Il m'a toujours poussé. Il m'a dit mais si tu peux le faire, mais si on y va, allez, on part aux États-Unis, on verra bien une fois qu'on sera sur place, mais de manière un peu, mais complètement, j'ai parfois été complètement inconscient de ce qu'on va faire. Mais voilà, ça a été vraiment un aiguillon dans ma carrière et aussi voilà, pour moi ça m'a donné une liberté incroyable et c'est tellement important que voilà, ça me donne l'occasion de le remercier. Non mais c'est un sujet, alors je sais pas si les personnes qui nous écoutent l'ont vu, mais de plus en plus ça passe, cette histoire de bien choisir son conjoint. Alors malheureusement ça passe surtout pour des mauvaises nouvelles, hein. Il faut se dire, c'est rarement pour les bons exemples, donc c'est bien d'en avoir aussi, parce que c'est aussi un vrai sujet de façon générale. Et j'ai de plus en plus d'invités qui m'en parlent en bien ou en mal. Ça dépend. Donc, je trouve ça aussi intéressant de le souligner parce que je pense qu'indépendamment d'avoir des enfants, je pense qu'on ne fait pas, quand on a en plus plusieurs enfants, qu'on ne fait pas un déplacement comme ça si on n'a pas le conjoint qui va avec ou si on n'a pas sinon une armada de nounous et de femmes de ménage possible aussi, hein. Enfin, je veux dire, ça peut aller avec, quoi. Donc, c'est intéressant. Et du coup, les États-Unis, par curiosité, lui, il a trouvé un boulot là-bas ou du coup, il était... Alors, il avait cette chance, il était freelance et donc il a pu continuer à travailler aux États-Unis en décalage horaire avec la France, mais ce qui lui donnait une certaine souplesse parce que donc il travaillait essentiellement le matin, puisque là on était du bon côté du fuseau horaire et donc just on time pour aller chercher les enfants à l'école à 14h. Parfait. Ah oui, parce que là-bas ils finissent tôt. Ils finissent très tôt et pour faire toutes les activités périscolaires de l'après-midi. C'est vrai que là-bas les parents sont hyper engagés, surtout c'est souvent les mamans d'ailleurs. Hyper engagés. Donc ça a permis effectivement de mettre en place la bonne logistique parce que sinon ça aurait été très compliqué. Et puis il y a un autre aspect qu'on oublie aussi souvent, c'est que il faut quand même, je dirais, se créer une vie sociale quand on arrive dans un pays qu'on connaît personne, etc. Bon, voilà. Et c'était aussi son rôle de nous créer une vie sociale, de rencontrer des gens, de créer des événements pour créer une communauté autour de nous. Et ça a été aussi, ça fait partie d'une expérience absolument formidable. Ah mais c'est génial parce que du coup, il a pris pleinement son rôle de père au foyer, entre guillemets, même s'il avait à mi-temps. À mi-temps. Et du coup, ça montre, et c'est parce que c'est un homme, et du coup, c'est un peu triste, mais c'est la réalité, ça montre l'importance d'une personne au foyer, du rôle qu'elle a dans la carrière, dans la famille, dans la vie sociale des personnes. Là, c'était votre mari, mais c'est très souvent les femmes qui le font. Donc, on voit à quel point ça crée tout, parce que surtout aux États-Unis, si vous n'avez pas de vie sociale autour de votre carrière, c'est un peu compliqué, on est d'accord? Ouais, tout à fait. Très, je pense pas que j'aurais résisté. Ça fait partie de l'importance de se construire une carrière aux États-Unis et comme ailleurs, mais c'est vrai que les États-Unis, c'est très prégnant pour ça. Tout à fait. Parfait. On a parlé beaucoup de votre parcours. Il a l'air exceptionnellement fluide. Vous avez dit flawless tout à l'heure, ce qui veut dire fluide pour ceux qui n'ont pas compris.
Est-ce qu'il y a eu... Alors, vous avez été accompagné par tellement de coachs que ça ne pouvait être que fluide de toute façon. J'ai bien suivi, je vous taquine. Mais non, mais du coup, est-ce qu'il y a des moments où ça a été plus compliqué que d'autres? Oui, je vais revenir sur les États-Unis. Ça a été... si j'ai eu un moment très, très, très difficile, c'est vraiment celui-là, parce que la marche était tellement haute. Devenue DAF, c'est ça? Parce que je suis devenue DAF, que voilà, j'avais pas le background financier totalement à niveau, et que du jour au lendemain, je suis passée, j'encadrais une petite équipe d'audit interne au siège. Enfin voilà, donc c'était quand même assez normé de 8 personnes, et je me suis retrouvée à la tête d'une équipe de 42 personnes, des gens de toute nationalité, parce que en plus j'avais cette chance, j'étais basée à Miami, donc il y a un melting pot incroyable dans les nationalités représentées, et puis dans les difficultés, et ça je vais être très très honnête avec vous, c'est que moi je suis arrivée avec un style de management à la française. À l'ancienne? À l'ancienne. Un peu hiérarchique? Un peu directif, un peu hiérarchique, et que c'est pas du tout passé. Donc, il y a eu un rejet total. Donc, entre le rejet total du style de management, qui passait très bien au siège, mais alors qui passait plus du tout en business unit, plus la montée de marche sur les compétences, donc compétences financières, plus tout le reste, puisqu'en fait, j'avais un scope qui était quand même assez large, plus l'acclimatation, la vie sociale, mes enfants, mon mari. Tous les jours, je me suis réveillée, je me suis dit, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Et c'était vraiment très, très dur. Et tous les jours, mon mari me disait, si tu vas y arriver, si tu vas y arriver, si tu vas y arriver. Et honnêtement, il m'a fallu une bonne année, vraiment une bonne année entière, pour commencer à sortir un tout petit peu la tête de l'eau. Pour moi, ça a été une expérience marquante. Je suis restée 3 ans et demi. Comment ça s'est passé? Ça, c'est super important, le changement de style de management, puisque vous, du coup, ça a été à la schlag, si je peux me permettre le terme. C'est-à-dire que certaines personnes évoluent, se rendent compte, et ils le font en France. Donc, en fait, en France, même si on est censé avoir changé de management, et dans beaucoup, ça a été fait. Oui, c'est vrai. Je quand même pas... le management a quand même beaucoup changé en 15 ans. Moi qui l'accompagne depuis 15 ans, j'ai plus les mêmes personnes en face de moi. Donc, ça a quand même changé. Mais on reste dans une culture française qui est très, très, très normée. Donc vous avez dû vraiment faire un hop, je switch, sans aucun accompagnement, sans transition. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, déjà, il a fallu que je me rende compte que mon style de management ne passait pas du tout. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte grâce à l'aide de mon N+1, qui était beaucoup plus jeune que moi, et qui avait une fibre RH vraiment ultra développé. Il était américain ou français? Non, français. Mais français, mais ayant vécu aux États-Unis et ayant donc une très bonne culture américaine. Et en fait, il me l'a pas dit brutalement. Il me l'a fait comprendre par petites touches. Et puis moi, je me rendais compte que j'avais des difficultés, que c'était difficile avec les équipes. Je voyais pas pourquoi ça marchait pas, etc. Et par petites touches, il m'a un peu éclairé, l'envers du décor. Et puis j'ai un prestataire, et je peux le remercier, franco-américain, un jour à qui je disais c'est vraiment dur, et il m'a acheté un petit bouquin sur le management interculturel. Et j'ai lu ce livre, et donc qui expliquait, en fait, qui décryptait, je dirais pas l'American way of life, mais vraiment le style de management américain versus le style français. Et il m'a dit, moi ça fait 30 ans que j'habite aux États-Unis, j'ai été confrontée à ça, et c'est normal. Mais donc voilà, déjà la prise de conscience, c'était une chose. Et puis une fois que j'ai pris conscience, je me suis dit ok, donc ça ne fonctionne plus comme ça, et donc c'est à moi de changer. Ça, c'est dur, c'est honnêtement quand on a des réflexes pavloviens d'années de management, il faut faire sa mue. Ça n'a pas été facile. Je l'ai fait avec les équipes. On a essayé de transformer nos manières de faire et de travailler ensemble. Et honnêtement, je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui était beaucoup plus satisfaisant. Et quand vous êtes rentré, pas très dur? Parce qu'à l'inverse, il y a aussi des gens, moi je connais, qui sont français, qui ont travaillé pas mal à l'international dans plusieurs structures, dont des américaines, et qui, quand ils sont rentrés en France, ont eu un petit coup de oula. C'est trop structuré, jusqu'où ça a fait un effet inverse, donc vous, pas du tout.
Complètement. Voilà. Si. Et c'est bien naturel. C'est-à-dire que vous passez d'un univers où vous avez beaucoup d'autonomie, vous êtes très dans le business, vous avez une profondeur d'action, vous voyez tout de suite ce que vous mettez en place, les résultats de ce que vous mettez en place, à vous revenez dans quelque chose qui est extrêmement normé, standardisé, administratif, très corporate. Et là, le retour, il est rude. Il est très, très rude. Et après, je me suis quand même documentée et j'ai vu des stats, mais qui font vraiment super peur, qui sont de l'ordre de 70% des expatriés, quand ils reviennent au siège, partent dans les 2 années qui suivent le retour. Donc en fait, il faut y être préparé. Moi, j'y étais pas du tout préparée. Et je sais que dans certaines entreprises qui font beaucoup, beaucoup d'expatriation, il y a un accompagnement sur le retour. Et je pense que ça peut aider parce que c'est quand même dommage de, entre guillemets, gâcher une expérience hyper enrichissante et de pas en profiter au siège finalement, parce qu'on sait plus trop où les caser, mais c'est vrai maintenant, il s'exprime trop ou il est pas politiquement correct. C'est intéressant en tout cas ce point parce que, alors il y a plein de choses qui sont dites sur le sujet. Là, alors très bizarrement, il y a une étude qui est sortie il y a pas très longtemps. On a un des premiers exportateurs de directeurs. Ouais. Les Français apparemment vont travailler partout dans le monde sauf en France. Ouais. Mais parce qu'on a quand même aussi des très très belles entreprises multinationales. Mais on a aussi surtout des très belles écoles. On a des belles écoles de non, mais il y a déjà les entreprises qui envoient beaucoup, dans leurs filiales parce que ça permet aussi de. C'était pas les entreprises françaises. C'est pas les entreprises françaises. C'est les entreprises étrangères qui viennent chercher les Français. On a beaucoup d'exports. En fait, de la même façon qu'on exporte très bien le vin. Apparemment, on exporte très bien nos directeurs. Et quand je dis directeur, c'est DG. Ouais. Apparemment, il y en a beaucoup qui vont travailler à l'étranger parce qu'on est reconnu pour une certaine excellence à la française du fait des études et une certaine exigence en fait. Parce qu'on est compliqué, mais on est très exigeant. C'est vrai avec. Donc, du coup, reconnu pour ça. La finance aussi, on a un très bon niveau en finance. Donc, en fait, on est très exporté. Et évidemment, les gens ne rentrent pas souvent. Moi, il y a quelque chose aussi qui m'a un peu choquée dans ma culture française. C'est aussi le rapport au temps de travail. Oui. C'est-à-dire que mes équipes, à 5h, 4h30 de l'après-midi, il n'y avait plus personne. Au début, j'étais hyper surprise. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais en fait, c'est normal. Mais ils commencent tôt, par contre. Oui, ils commencent tôt parce que les écoles commencent tôt. Mais ça fait quand même très, très bizarre. Et donc, cette dichotomie entre les collaborateurs américains qui partent tous à 4h30 et puis à la fin, il restait toujours les Français, même expatriés. Ce réflexe qui est totalement ancré de travailler tard, il était toujours là. Par rapport à cette expérience-là, ce que je trouverais très intéressant, c'est ce que ça fait shifter votre vision du pouvoir. Parce que c'est pas du tout la même version, le pouvoir français en direction et le pouvoir aux États-Unis. C'est un pouvoir beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus tourné vers l'humain. Mais ça, je le dois aussi beaucoup à mon manager qui impulsait cette vision du leadership et du pouvoir au sein de la business unit. Donc, il a su insuffler quelque chose que j'ai rapporté avec moi quand j'ai retraversé l'Atlantique. Et c'est là où, effectivement, les styles de management étant quand même assez différents, il a fallu se réadapter. Je dirais que vraiment le style de leadership crée effectivement un style de pouvoir différent et ensuite irrigue vraiment l'entreprise. C'est incroyable. Moi, je l'ai vu à l'œuvre et avec des résultats qui sont assez stupéfiants. On revient à l'exemplarité dont vous parliez au début. Exactement. Eh bien, du coup, ma dernière question. Qu'est-ce qui, selon vous, doit changer dans les organisations et ou plus largement la société pour arriver à une égalité de pouvoir ? Moi, je pense qu'il y a une chose qui doit changer, c'est qu'on soit beaucoup plus aidant envers les jeunes générations pour les aider à franchir la première marche, qui est de décrocher un job. Moi, je vois aujourd'hui plein de jeunes de 24 ans, 25 ans, qui galèrent vraiment pour trouver un premier job. Alors oui, le contexte n'est pas facile. Oui, tous les jours, il y a des annonces, l'IA va remplacer tous les jeunes parce qu'ils n'ont pas d'expérience, etc. Mais moi, je pense que c'est vraiment notre devoir de tendre la main à cette jeune génération qui est hyper motivée. Moi, tous ceux et toutes celles que je rencontre sont hyper compétentes, hyper motivées, se démènent pour trouver des stages pas possibles et parfois sans aucune relation, sans aucune aide extérieure. Donc, on a vraiment des jeunes qui en veulent. Et vraiment, moi, si je dois changer quelque chose, c'est vraiment qu'on puisse leur ouvrir plus largement les portes de l'accès à l'emploi. Voilà, maintenant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Nelly. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous.
Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt!